La communication que je fais est le fruit d'un travail commun entre trois personnes que j'aimerais tout de suite citer. Il s'agit de Gilles Jean Monod, qui est historien et archiviste, Geneviève Heller, qui est historienne du social, qui est bien connue dans le canton de Vaud, pour avoir fait plusieurs déjà travaux là-dessus, et de moi-même. Et au fond, ces recherches ont été financées par le Fonds national, et au fond ont été aussi financés par le canton de Vaud, qui, suite aux révélations de 1997, signalant des choses qui étaient déjà bien connues, mais qui ont fait la une des journaux à ce moment-là, que le canton de Vaud avait une loi introduite en 1928 qui permettait légalement de stériliser des handicapés et des malades mentaux avec des moyens légaux. Donc, en 1997, ce qu'il y avait d'intéressant, c'est que les Suisses romands découvraient dans leurs médias que la pratique des stérilisations forcées n'était pas réservée à l'Allemagne nazie, ce qu'on imaginait un peu à ce moment-là, mais que, par exemple, des pays avec des régimes très différents, la Suède, par exemple, qui avait un régime social-démocrate, s'était également livré à des pratiques de ce type-là. Et plusieurs questions s'étaient posées à ce moment-là. Et au fond, même si déjà des historiens, dont Hans Ulrich Just lui-même avait déjà écrit un certain nombre de choses là-dessus, mais ces éléments avaient pris moins d'importance, pas à cause de, bien sûr, ce qui avait été écrit là, mais il y a eu une médiatisation à partir de 1997 qui a fait un autre tournant sur ces problèmes qui sont devenus des problèmes beaucoup plus médiatisés. Et à ce moment-là, on a demandé, et ça nous a aussi été demandé par l'État de Vaud, de faire une espèce d'état des lieux de ce qui s'était réellement passé autour de cette loi de 1928. Donc d'abord un financement du canton de Vaud qui a permis de faire le point de la question, et ensuite une étude un peu plus générale a pu être fournie sur toute la Suisse romande. Je vais y revenir. Peut-être, avant de commencer, pour vous montrer aussi la complexité de ce type d'études et de ce type d'approche, ça m'a paru intéressant de vous raconter une histoire d'une personne qui était stérilisée. Et cette histoire débute justement autour de 1997, où la radio suisse romande a réussi à trouver une personne qui lui paraissait être très caractéristique des scandales qu'il y avait eu dans le canton de Vaud au sujet de cette loi sur la stérilisation. Elle a diffusé un témoignage, elle a trouvé cette personne qui était âgée à ce moment-là de 71 ans, qui avait bien sûr toute sa tête, qui vivait dans le canton. Et je vous cite juste, au fond, ce qu'elle a dit à la radio. Elle a dit « J'ai été avortée et stérilisée de force, c'était l'ordre du tuteur général, j'étais en hôpital psychiatrique. Et lorsqu'on m'a posé la question si j'acceptais, on me libérait de l'hôpital, si je refusais, j'y étais pour le restant de mes jours. Alors j'ai accepté, mais c'était de force. » Alors, bien sûr que ce témoignage était un peu au départ de notre recherche, et ça nous posait des questions. On se demandait qui était cette personne, on a réussi à pouvoir la contacter par le biais de la radio, en lui demandant, etc. Et puis, on est allé la voir. Et là, un certain nombre de surprises se sont passées. Déjà, une fois qu'on avait eu son identité, son autorisation, on est allé chercher dans les archives de Cery, de voir s'il avait été bien hospitalisé. Et là, on a eu un dossier très épais, il a été hospitalisé plusieurs dizaines de fois, entre l'âge de 18 à peu près, d'une trentaine d'années. Et puis l'autre surprise, parce que le canton de Vaud nous a ouvert totalement ses archives sur cette loi, on allait voir dans les archives de quelle façon s'était passée cette stérilisation qui manifestement nous apparaissait comme devoir entrer dans cette loi, et ça s'est passé à peu près dans les années 40, donc pendant le moment où cette loi était en application.
Nous sommes allés aux archives de la ville, du canton plutôt, et là, on a trouvé déjà des archives parfaitement bien mises en ordre et qui nous permettaient de faire un travail d'historien sérieux pour aller voir toutes ces archives et pour essayer de comprendre quels étaient les motifs qui étaient à la base d'un certain nombre de stérilisations non volontaires. Et là, surprise, cette personne n'existait pas. Donc, elle n'était pas entrée dans le courant officiel de cette loi. Donc, première surprise. La deuxième surprise, c'est qu'on est allé voir dans les archives, et je vais pas aller dans trop de détails pour ne pas prendre trop de temps par rapport à ça, mais ça me paraît quand même significatif dans la démarche. On allait regarder son dossier médical. Et là, on voit dès la première hospitalisation qui se passe alors qu'elle avait à peu près 18 ans, sa mère avait envie, demandait cette opération de stérilisation, arguant le fait qu'elle courait trop les garçons et qu'elle, là je mets bien sûr des citations avec tout ça, et que malgré le fait que c'était une bonne fille, travailleuse, de très bonne volonté, je cite tout ça, elle était attardée, infantile, boudeuse et avait des accès de rage. Elle a eu un diagnostic, celui de psychopathe infantile, et aussi d'autres diagnostics comme réaction d'opposition, intelligence au-dessous de la moyenne. Donc, première hospitalisation où on trouve des éléments où les médecins disent que la mère aimerait bien qu'on fasse stériliser leur fille. Après d'autres hospitalisations qui sont faites, et lors de la troisième hospitalisation, il y a une note dans le dossier qui dit qu'au fond, cette personne, appelons-la Louise, Louise, au fond, demande de se faire stériliser, mais aucune autre conséquence. Une quatrième hospitalisation se passe, et là je vous cite, au fond, les paroles de cette personne qui sont retranscrites dans le dossier. On lui dit « Je viens vous dire tout le regret que j'ai d'avoir été sotte et d'avoir quitté ma place si malhonnêtement. » Elle avait quitté une place où elle était servante et où elle avait eu des relations sexuelles avec un domestique qui était dans la même place. Et puis elle avait fugué et donc elle était rattrapée et emmenée à l'hôpital. Elle dit « J'étais fatiguée, c'est pour cela que je ne supportais plus rien. Maintenant, j'aimerais savoir si mon tuteur serait d'accord que je me fasse stériliser. Car les jeunes gens sont toujours après moi. Je ne me laisse pas faire du moment que je ne désire point d'enfant. Et ce ne serait au moins pour toute ma vie, je serais tranquille. Et puis, je sais que je ne peux pas rester ici toute ma vie, mais je n'aimerais retourner en place qu'après avoir bien appris à travailler. » Et là, toujours, rien, aucune conséquence. Donc c'est la troisième fois qu'elle demande d'être stérilisée et pas de conséquence. Donc une autre demande est faite à ce moment-là par son tuteur. Cette personne était sous tutelle. Et ah voilà. Donc le tuteur demande la stérilisation de cette personne en disant qu'entre-temps elle était tombée enceinte et il demande au fond que cette personne se fasse avorter et se fasse stériliser. Ce qui se passe. Donc, je n'entre pas dans trop de détails, c'est un cas qui est évidemment intéressant sur la complexité de ce qui se passe et sur un aspect qui me paraît très important au sujet de la question du consentement que pouvaient donner ces personnes. C'est un problème qui nous a bien sûr tarabusté pendant toute la durée de cette recherche, où un certain nombre de cas ont effectivement manifestement été des cas disons, où les personnes ont été stérilisées contre leur avis, manifestement, et un grand nombre d'autres cas où les choses étaient beaucoup plus difficiles à estimer, et surtout en se mettant dans la logique de cette époque et sans avoir les notions d'éthique qu'on peut avoir d'aujourd'hui. Et ça, c'est bien sûr toute la difficulté de recherches historiques qui sont faites sur ce type de sujet, c'est-à-dire de ne pas se mettre dans une logique qui est celle d'aujourd'hui et d'essayer d'avoir un jugement sur ce qui s'est passé dans ce moment-là, mais d'essayer de comprendre les motifs qu'avaient les personnes directement. Alors, ce qui est intéressant, c'est le rôle joué par les différentes instances dans la prise de décision.
la façon dont Louise ressent les choses maintenant, c'est-à-dire à peu près 40 ans après les faits, non plus même, 60 ans après les faits, c'est qu'elle a été forcée de le faire. Et quand on l'a confrontée, au fond, avec le fait qu'elle avait demandé sa stérilisation 3 fois de suite, et elle était tout à fait étonnée de ça, mais en même temps sans accorder beaucoup d'importance à ça. Hein, en se disant qu'au fond, effectivement, elle avait été forcée parce qu'elle était dans une logique qui impliquait une espèce d'obligation de finalement arriver à cette situation-là. Donc, voilà, juste pour cet exemple qui me semble être quand même assez caractéristique de difficultés qui peut y avoir dans ce type de recherche. Maintenant, peut-être vous présenter quelques résultats de cette recherche et avant tout vous lire peut-être le texte de cette loi que certainement peu d'entre vous connaissent ou peu d'entre vous ont vu, et de savoir effectivement de quoi il s'agit autour de cette loi. Donc, cette loi dit: une personne atteinte de maladie mentale ou d'infirmité mentale peut être l'objet de mesures d'ordre médical pour empêcher la survenance d'enfants si elle est reconnue incurable et si, selon toute prévision, elle ne peut avoir qu'une descendance parée. L'intervention médicale n'a lieu que sur autorisation du Conseil de santé. Alors, donc, ce qu'on voit, c'est que l'autorisation peut être accordée qu'après une enquête et un préavis conforme qui est demandé à 2 experts. Et puis, il faut encore l'autorisation du Conseil de santé. Et puis, bien entendu, il faut encore l'accord d'un gynécologue ou d'un obstétricien qui fasse l'opération. Donc, toute une série, si vous voulez, de garde-fous, hein, si j'ose dire les choses comme ça, par rapport à ces possibilités de stérilisation. Il faut aussi voir, pour aller rapidement, que cette loi arrive après toute une série de situations de stérilisation qui se passent dans différents cantons suisses déjà auparavant, en particulier dans le canton de Zurich. Dès la fin du 19e siècle, les stérilisations se passent sans aucun cadre légal, et puis aux États-Unis, où des dizaines de milliers de personnes se sont fait stériliser sans aucun cadre légal non plus, et que cette loi vaudoise, et ça je vais y revenir, plutôt qu'être une loi incitative à stériliser, c'est une constatation de notre recherche, je vais directement au résultat, et doit plutôt être vue comme une loi qui a plutôt permis une certaine protection de personnes qui auraient pu être stérilisées. Et un certain nombre de garde-fous se mettent en place par rapport à ça. Alors, rapide. Je vais juste vous donner quelques chiffres, relativement peu, mais je crois que c'est quand même intéressant de voir les choses directement des faits. Donc, c'est une loi qui est mise en application en 1929 et qui reste en application dans le canton de Vaud de façon étonnante jusqu'en 1985. Hein, donc, on est dans une actualité toute récente. Mais il faut bien se rendre compte que depuis autour des années 60, les cas sont devenus tout à fait exceptionnels et de façon très différente de ceux qui ont été faits avant les années 60. Donc il y a plusieurs périodes qu'on pourrait mieux définir. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a 378 demandes qui ont été faites et avec 187 autorisations qui ont été faites. Donc, la moitié des cas ont été refusés. Sans la loi, qu'est-ce qui se serait passé? On peut se poser un certain nombre de questions. On voit aussi que la période, surtout où les choses se passent, il y a un grand nombre de cas, c'est jusque dans le milieu des années 50. Ensuite, beaucoup moins de cas se passent. Depuis les années 60, si vous voulez, il y a un phénomène là très fort qui s'est passé, c'est la position du directeur de l'hôpital psychiatrique de l'époque, le professeur Muller, qui avait une position extrêmement radicale vis-à-vis de la stérilisation des malades mentaux et qui refusait totalement que la psychiatrie participe d'une quelconque façon à ça. Et aucun cas psychiatrique, en tout cas partant de l'hôpital de Sory depuis les années 60, ne s'est fait. Donc là, on voit aussi que
la loi peut exister, mais elle dépend aussi beaucoup d'un certain nombre d'attitudes de personnes. Mais je crois que ce qui est intéressant, c'est de voir que 50% de ces procédures ont été abandonnées. La dernière autorisation ayant été faite en 1997. Juste quelques éléments sur qui était stérilisé. Vous vous souvenez que la loi était destinée aux personnes qui souffraient de maladies mentales ou de troubles mentaux. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a une inégalité extrêmement importante entre les sexes. Je veux dire, plus de 85% des personnes qu'on a répertoriées sont bien sûr des femmes jeunes, des femmes célibataires. Le diagnostic principal était celui de débilité mentale légère, avec un comportement pathologique, il faut mettre bien sûr des guillemets à tout ça, c'est des termes de l'époque, avec une grossesse ou des enfants illégitimes, et qu'un cadre familial et scolaire très perturbé, et des personnes qui ont été plutôt pas internées. Ce qui est intéressant par rapport à ça, si vous voulez, c'est que cette loi a souvent été vue comme une loi eugénique, c'est-à-dire une loi qui essaye de préserver la race, et je crois que c'est très probablement une erreur de voir les choses comme ça. On est beaucoup plus dans une question d'hygiène sociale. C'est évidemment pas, c'est pas un jugement de ma part et pas un degré d'excuse par rapport à cette loi. C'est simplement une précision, en particulier par rapport à de nombreux amalgames qui ont été faits entre cette loi et la loi nazie, qui aboutit à des toutes autres conséquences, et évidemment de stériliser des couches de la population beaucoup plus spécifiques, dans le but vraiment d'éliminer ces personnes-là et ce groupe de population-là. Dans cette loi, le but et l'idéologie qu'il y avait à l'époque était, bien entendu, cette idée que les maladies mentales avaient une part d'hérédité, et que si on éliminait un certain nombre de maladies mentales, et surtout les personnes qui souffrent de ces maladies mentales, de se reproduire, on allait éliminer ces maladies mentales-là et avoir une population plus propre, moins folle. Je mets bien sûr de multiples guillemets par rapport à ça. Pour insister peut-être sur cet aspect qui nous paraît intéressant, on a répertorié les diagnostics. Et ce qui montre bien le but de cette loi. Si la loi avait vraiment eu comme but, en tout cas dans son application, de diminuer le nombre de maladies mentales, et la maladie mentale à cette époque qui était la plus caractéristique et qui signifiait vraiment la folie, de nouveau je mets des guillemets à tout ça, était certainement la schizophrénie. Et on voit qu'au fond, seuls 5% des personnes qui souffraient de schizophrénie forment le groupe qui nous concerne. Et ça, pour nous, c'était vraiment quand même une assez grande surprise de remarquer qu'il y avait 90% qui avaient comme diagnostic la déficience mentale. Et donc, le but de cette loi, si on se replace dans l'époque qui était celui, au fond, d'éliminer les maladies mentales, et c'est un but qui était évidemment pas du tout celui qui était pratiqué, qui était beaucoup plus, donc je répète, d'hygiène sociale. Ce qu'on peut dire encore, c'est qu'il y a eu par rapport à ça énormément. Je vais m'arrêter avec les projections. Il y a eu beaucoup de disparités entre les cantons. Il y aurait encore passablement de choses à dire à ce propos. Et en particulier dans les différences entre Lausanne et Genève. À Genève, il n'y a pas eu du tout de loi, il n'y en a pas encore actuellement, ce qui signifie bien sûr qu'il n'y a pas eu de pratique, enfin, un certain nombre de pratiques ont certainement eu lieu. Et là, ça pose un certain nombre de cols, si vous voulez, par rapport aux recherches historiques qu'on peut faire sur de tels sujets. En effet, s'il n'y a pas d'archives, l'historien, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire, bien sûr, un certain nombre d'hypothèses, mais comment aller rechercher en particulier
chez des psychiatres privés, ou plutôt chez des gynécologues privés, ou chez des médecins privés de façon générale. Comment savoir s'ils n'ont pas pratiqué un certain nombre de stérilisations clandestines qui manifestement étaient très probablement beaucoup plus importantes que les 378 qu'on a répertoriées là. On ne peut pas imaginer que durant toute cette époque, il n'y ait eu que moins de 400 stérilisations. Donc il faut comparer ces chiffres avec les dizaines de milliers de personnes qui ont été stérilisées en Suède et qui ont été répertoriées. Donc là, si vous voulez, de façon assez étonnante, le canton de Vaud, qui a bien gardé ses archives, enfin je fais le petit moment cantonaliste, qui a bien gardé ses archives, qui a une loi, est vu comme un canton proto-nazi. Hein, ce qui est quand même le comble, quand on va regarder en détail de ces choses, vu que c'était très probablement le canton, le seul qui avait une législation qui permettait au moins de contrôler une pratique qui se passait de toute façon par ailleurs. On voit qu'il ne le contrôlait pas entièrement, hein, le cas de Louise le montre bien. Peut-être une dernière chose, et je crois que je vais m'arrêter là, et on pourra discuter encore, bien sûr, dans la discussion. Une dernière chose pour montrer les difficultés aussi de ce type de recherche, et là on est complètement dans l'actualité, une actualité qui date de décembre 1994. Donc il y a 3 mois, le Conseil national a voté premièrement une nouvelle loi, qui est une loi nationale qui permet dans des cas... Pardon ? 2004. J'ai dit quoi? Ah, excusez-moi, de 2004, oui. Merci beaucoup. Donc, il y a 3 mois, le Conseil national a voté, après un grand nombre de débats, d'allers-retours entre les États et le national, une loi qui unifie les pratiques dans la Suisse à propos de la possibilité de stériliser des personnes incapables de discernement. On ne parle plus de malades mentaux ou d'handicapés mentaux, on parle de personnes incapables de discernement. Alors avec des conditions très très précises, des conditions extrêmement restrictives. L'intérêt, c'est qu'au fond, il y a une même pratique partout en Suisse. Une des contradictions qu'il y a eu, c'est que le canton de Vaud, à partir de 1985, la loi a aboli la loi sur la santé a aboli le paragraphe que je vous ai lu qui permettait un certain nombre de stérilisations, et dès ce moment-là, la stérilisation était complètement interdite, ce qui empêchait un certain nombre de personnes de pouvoir être stérilisées et qui posait des problèmes tout à fait différents que ceux, bien sûr, qui étaient à la base de la première loi. C'est-à-dire qu'on est passé de la politique de l'hygiène sociale à une nouvelle idéologie, c'est celle de la sexualité épanouie pour les handicapés mentaux. Et pour permettre d'avoir une sexualité épanouie des handicapés mentaux, pour un certain nombre de cas, la stérilisation était un des moyens contraceptifs, quelquefois le seul, pour un certain nombre de personnes qui avaient la possibilité d'avoir accès à d'autres moyens. Et dans des discussions qu'on a pu avoir avec le médecin cantonal, il y a eu quelques situations très poignantes de parents de personnes handicapées mentales graves qui suppliaient le médecin cantonal d'autoriser la stérilisation de leur enfant afin qu'elle puisse avoir une sexualité, j'ose pas dire normale, une sexualité. Et à partir, au vu de la loi, il y avait une impossibilité complète de pouvoir entrer en matière sur ces cas-là. Donc, un détournement, au fond, d'une interdiction et qui empêchait, au fond, de résoudre un problème totalement différent de celui qui était à la base de ce problème. Maintenant, et je termine là, il y a une deuxième partie qui est intéressante, c'est toute la question autour de l'indemnisation des personnes qui ont été stérilisées contre leur gré. Et dans les débats qui ont eu lieu au sujet de cette nouvelle loi de 2004, il y a eu toute une partie qui proposait que les personnes qui ont été stérilisées qui ont été stérilisées de façon non volontaire, puissent avoir une indemnité.
Et ça posait des problèmes extrêmement complexes, hein, de savoir si une somme d'argent pouvait aider ces personnes à supporter quelque chose qu'elles auraient subi. C'était une première chose. Et la somme qui était proposée était de 5 000 francs. Hein, est-ce que 5 000 francs va aider ces personnes à supporter leurs souffrances? Alors, c'était loin pas évident. Il y avait une deuxième chose, c'est que une deuxième difficulté importante, c'est que par rapport à cette loi, comment prouver que les stérilisations étaient faites contre le gré des personnes? Alors de nouveau, là, par rapport au canton de Vaud, les choses étaient simples. Il y avait une loi, et puis il y a des archives qui sont claires, et des personnes auraient pu être trouvées et indemnisées de façon claire. Mais de nouveau, le canton de Vaud aurait été stigmatisé, hein, pour, d'une certaine façon, garder des bonnes archives. Et les autres cantons, en particulier les pratiques qui ont pu se passer, qu'on connaît dans le canton de Neuchâtel ou dans le canton de Fribourg aussi, seraient passées sous silence. Ça pose aussi la question, par rapport au canton de Vaud, je m'arrête là, par rapport à la légalité, hein, et d'indemniser au fond des personnes qui ont eu une difficulté, enfin c'est plus qu'une difficulté par rapport à une stérilisation, mais qui était faite dans un cadre légal, dans une loi qui était votée démocratiquement. Hein, et comment justifier le fait que 50 ans après, on puisse revenir dessus dans un contexte qui est totalement différent, avec une idéologie totalement différente, une autre éthique, et comment pouvoir justifier ça? Et la crainte d'un certain nombre de politiciens, c'était qu'ensuite, toutes sortes, au fond, de personnes qui ont subi ce que nous estimons avec nos valeurs actuelles des préjudices, demandent également d'être indemnisées. Donc le Conseil fédéral, le Conseil national, pardon, a refusé ces dédommagements. On pourrait aussi en discuter, je crois que c'est un problème qui est assez intéressant. Voilà. Je m'excuser aussi pour la confusion concernant le titre. Le sujet pour moi était toujours clair, mais je n'ai pas très bien communiqué. Le titre est ce soir, je vais vous parler de l'attitude de Carl Gustav Jung face à l'art moderne, le national-socialisme et l'antisémitisme. Et si vous voulez un titre quand même un peu poétique, on pourrait appeler ça « Wotan contre Picasso, le dieu germanique contre l'artiste des temps modernes ». Le 13 novembre 1932, Carl Gustav Jung publie dans la prestigieuse Neue Zürcher Zeitung un commentaire sur la grande exposition consacrée à Picasso, inaugurée au Kunstmuseum, au Kunsthaus, 2 jours auparavant. Je cite maintenant un petit passage de Jung. Le problème psychique de Picasso, tel qu'il s'exprime dans l'œuvre du peintre, déclare Jung d'emblée, le problème psychique s'avère parfaitement analogue à celui de mes patients. Sa personnalité, je cite toujours Jung, ne se tourne pas vers l'idéal reconnu du beau et du bon, mais se fie à l'attraction démoniaque de la laideur et du mal qui, chez l'homme moderne, surgit comme un antéchrist et un diable pour produire un sentiment de déluge qui infecte le monde pour le corrompre, mit tödlicher Zersetzung ansteckt, et qui, finalement, à l'instar d'un tremblement de terre, le décompose en morceaux, décombres, lambeaux et éléments inorganiques. Fin de citation de Carl Gustav Jung. Prenant finalement à témoin les figures d'Arlequin peints par l'artiste Picasso, Jung renvoie aux paroles de Zarathustra de Nietzsche pour prédire à Picasso une fin atroce. Cet épisode, je vous propose de l'apprendre comme point de départ pour réfléchir sur Carl Gustav Jung, non pas, bien sûr, pour juger ses conceptions en matière de psychiatrie et de psychologie, car je n'ai nulle compétence pour m'immiscer dans les délicats débats à ce sujet. Par contre, ce qui m'intéresse ici, comme historien, c'est la dimension politique et sociale de certaines de ces démarches
et notamment leur impact sur la scène politique helvétique des années 1930. Ou, pour le dire autrement, il s'agit d'inscrire le rôle de Jung dans le contexte de l'évolution politique de la Suisse et en particulier son influence au sein de la société zurichoise à l'ère du fascisme et du national-socialisme. Je me référerai par ailleurs essentiellement à des articles que Jung lui-même a caractérisés comme contribution à l'histoire contemporaine. Il s'agit des articles sur Ulysse, sur Picasso, Wotan, nach der Katastrophe und die Bedeutung der schweizerischen Linie im Spektrum Europas. Des articles qui ont été publiés en grande partie déjà au cours des années 30. Jung, on le sait, fit ses premières expériences professionnelles au Burg Hölzli, qu'on vous a déjà présenté tout à l'heure, dans la Zurich de la dite Belle Époque. C'est pourquoi, afin de situer le cadre qui préside aux élaborations théoriques de Jung, je vous propose tout d'abord une sorte d'arrêt sur image sur cette ville autour de 1900. Grâce à l'incorporation des communes limitrophes, Zurich enregistre alors plus de 100 000 habitants, ce qui en fait la plus grande cité de la Suisse. Et c'est aussi l'un des rares espaces urbains helvétiques où, à l'instar de Vienne, Paris ou Berlin, la modernité de la Belle Époque a réussi à s'installer avec tout ce qu'elle comporte d'ambiguïté. Coexiste ainsi, sans pour autant se mêler, une bourgeoisie indigène conformiste et un éventail très coloré d'étrangers, notamment des intellectuels et des hommes politiques, dont des réfugiés qui ont dû fuir leur pays. D'où l'implantation de diverses associations internationales, telles la Société ouvrière Eintracht, qui offre un lieu de rencontre fréquenté par des socialistes de l'Europe entière. Quant à l'université, elle est devenue un pôle d'attraction, et cela notamment pour des femmes interdites d'études dans leur pays, les universités allemandes par exemple n'ouvrant leurs portes aux étudiantes qu'en 1908, alors qu'elles sont acceptées à Zurich dès l'année 1860. Notons la présence parmi elles des personnalités telles de Rosa Luxemburg, qui deviendra l'une des grandes figures du socialisme révolutionnaire. Et au début de la Première Guerre mondiale, quelques artistes et intellectuels avant-gardistes, parmi eux l'écrivain James Joyce, se réfugieront à Zurich et manifesteront leur opposition à la guerre par des manifestations culturelles comme le Dada, un mouvement artistique qui à l'époque effrayait la bonne société zurichoise. Loin d'incarner seulement la culture et l'urbanisme moderne, Zurich affiche aussi le progrès de la Suisse industrielle et financière. La fameuse Bahnhofstrasse, symbole mythique du capitalisme helvétique, ordonne la ville et rayonne sur tout le pays. Derrière la gare, toutefois, au nord-ouest de la Bahnhofstrasse, se trouve l'envers du décor, à savoir le plus grand quartier ouvrier connu en Suisse avec un taux très élevé d'étrangers. Et les tensions sociales y sont énormes. Fin juin 1896, par exemple, une rixe provoque une vaste chasse aux Italiens qui dure plusieurs jours. Les Italiens ont dû se cacher dans les forêts limitrophes de la ville de Zurich. Mais au moment où la troupe intervient, la population se retourne en masse et violemment contre les forces de l'ordre. Pourtant, en dépit de la misère et des conflits sociaux, les habitants du quartier développent une culture populaire très intense, couronnée par la construction d'une imposante maison du peuple, avec ses bureaux des syndicats et du Parti socialiste, son restaurant sans alcool et ses bains publics. Cette bâtisse mécontente fortement les bourgeois. Pourtant, il y a derrière aussi des bourgeois qui favorisent cette construction, entre autres le directeur, ou les deux directeurs du Burg Hölzli, Forel et Bleuler. Les bourgeoises qui, quant à eux, considèrent comme ce hôtel, cette maison des ouvriers comme une concurrence à l'ancien hôtel de ville.
Tout cela est textuellement ainsi dans les sources. C'est d'ailleurs dans ce lieu que s'organisera en 1912 la grève générale la plus importante que la Suisse ait connue avant la Première Guerre mondiale. La société zurichoise vivait donc pleinement dans l'ambiance propre à la grande ville de la Belle Époque. Les loisirs et les divertissements s'épanouissaient, les sports modernes attiraient les masses populaires, et les phénomènes comme l'électricité, l'hypnose et le spiritisme fascinaient un large public. Quant à l'élite politique, largement sous l'emprise des radicaux de droite, elle voyait sa mission primordiale dans la lutte antisocialiste. Cette conjoncture favorisait à son tour le développement de nouveaux mouvements politiques, tels des cercles de la droite radicale, voire de l'extrême droite. En outre, propagé par un groupe d'officiers sous la houlette du commandant de corps Ulrich Wille, le futur général de l'armée suisse, le militarisme prussien s'érigeait en modèle de discipline censé guérir la société et la politique prétendue malade et dépravée. Voilà, c'est dans ce contexte de contradictions profondes, de désorientation intellectuelle et de désenchantement culturel qu'une institution particulière commence à jouer un rôle public non négligeable. C'est la clinique psychiatrique du Burgkölzli. Ses directeurs, en effet, Auguste Forel, il vivait de 1848 à 1931, et Eugène Bleuler, il vivait de 1857 à 1939, Auguste Forel et Eugène Bleuler avaient pris l'habitude d'intervenir dans les débats publics en soulevant des problèmes comme l'alcoolisme, la pauvreté et la menace d'une dégénérescence sociale provoquée par des maladies héréditaires. D'où vient aussi l'idée en fait de stérilisation plus ou moins volontaire pour justement améliorer un peu la santé générale de la population. Avec donc pour corollaire que des personnalités du milieu de la psychiatrie conquièrent peu à peu leur place dans la vie intellectuelle de la ville. Quant au débat politique et social, il se fera plus dur et plus violent durant la Première Guerre mondiale et au cours des années 1920, car non seulement la droite bourgeoise développe une intense campagne de moralisation, mais elle la combine avec une lutte virulente contre les socialistes et le mouvement ouvrier. Dans ce sillage se créent aussi les cercles et les mouvements d'une nouvelle droite, dont la spécificité est de se servir de la culture pour diffuser une idéologie qui amalgame antisocialisme et antimodernisme. Quant à Jung, pour revenir enfin à lui, quant à Jung, il s'apprête à ce moment-là à construire sa psychologie analytique. Assistant de Bleuler dès 1905, Jung a enseigné comme privatdocent à l'université de Zurich jusqu'en 1913. Par la suite, sa vie n'est plus reliée au Burgkölzli, mais il interviendra de plus en plus souvent dans les débats à titre personnel et notamment dans l'entre-deux-guerres. Donc il prend un peu la place de ces psychiatres directeurs du Burgkölzli pour se prononcer aussi sur des problèmes de société dans la ville. Donc non seulement dans des discussions entre initiés de la profession, mais aussi dans la politique, il est de plus en plus présent. C'est par exemple le cas dans les années 1920, au moment où ces explications au sujet de l'inconscient collectif croisent un domaine fortement prisé par le public. Il s'agit en fait des théories qui prétendent classer par typologie ou psychologie les nations, les peuples et les races, soit une question qui va marquer de son sceau le concept de völkisch, du national-socialisme et la culture politique helvétique tout au long des années 30 et 40. À Zurich et en Suisse alémanique, ce genre de conception s'était répandu grâce, entre autres, à l'énorme succès obtenu par des ouvrages de vulgarisation
rédigé par un aristocrate issu d'une vieille famille de la noblesse allemande. Il s'agit de Hermann von Keyserling. Il vivait de 1880 à 1946. Hermann von Keyserling, citant souvent Jung, propose une approche semi-philosophique et psychologisante du caractère des nations et de la civilisation occidentale, de la vie intime ou relatif à d'autres sujets à la mode. Or, en 1928, un an après avoir invité Jung à rejoindre son école de sagesse, comme il appelle son cercle, donc après avoir invité Jung à rejoindre son école de sagesse, Keyserling publie un ouvrage intitulé « Analyse spectrale de l'Europe », Spectrum Europas, publié à Heidelberg en 1928. Comme la Suisse y fait fort mauvaise figure, cette parution provoque à Zurich et ailleurs dans le pays quelques remous. Quant à Jung, il publie dès la sortie du livre. Donc il avait probablement eu un exemplaire presque avant l'impression. Donc Jung, il publie dès la sortie du livre un long article dans la revue conservatrice Neue Schweizer Rundschau sous le titre Die Bedeutung der schweizerischen Linie im Spektrum Europas. En français peu près, la place de la ligne suisse dans le spectre européen. Tout en approuvant le propos de Keyserling, Jung développe une image complémentaire en définissant le Suisse ou les Suisses comme, le Suisse comme un homme chthonien profondément enraciné dans le sol. C'est sur ce fondement, explique Jung, que s'est forgé le caractère du peuple suisse, proche de la terre, têtu, arriéré et conservateur. Raison pour laquelle, conclut-il, donc toujours Jung, la Suisse a pour mission de représenter en Europe le centre de gravité du conservatisme. À ce portrait, Jung ajoute encore l'idée que la Suisse est dominée par la Jungfrau. Il parle, c'est sérieux, c'est tout ça dans ses textes, il faut les lire, mais j'ai souvent l'impression que beaucoup de gens qui parlent de Jung n'ont pas lu ses textes. Donc il parle de la Jungfrau, donc cette montagne de l'Oberland bernoise associée à la virginité, et Jung continue que la Vierge est justement le symbole astrologique de la Terre, donc la Suisse est chthonienne à cause de la Jungfrau. Une preuve de plus, donc, à ses yeux, du caractère chthonien du peuple suisse. Notons que le terme chthonien réapparaîtra dans d'autres contextes politiques, comme en 1939, lorsque Jung dit de la, je cite, religion hitlérienne, qu'elle est proche de l'islam, c'est toujours Jung, donc réaliste, c'est textuellement Jung, et chthonienne. Et qu'elle, cette religion hitlérienne, qu'elle privilégie la vertu du glaïf. Selon Jung, en effet, si Hitler cherchait à donner du pouvoir à son peuple, c'est parce que, et je cite, l'esprit des Germains ariens méritait d'être soutenu par le pouvoir des muscles et de l'acier. Fin de citation. On pourrait passer avec amusement sur ces propos bizarres si ceux-ci ne comportaient pas une perspective politique très concrète et lourde de conséquences. Concernant la Suisse, c'est depuis la guerre et la grève générale de 1918 que les partis bourgeois ont formé un bloc conservateur qui détermine largement les valeurs politiques, sociales et culturelles. Quant à leurs alliés, les catholiques conservateurs et les partis des paysans, artisans et bourgeois, l'actuel UDC, donc quant à leurs alliés, ils mettent tout en œuvre pour imposer des visions le plus souvent réactionnaires. Dans ce contexte, apparaissaient aussi, dès les années 1920, de nombreux cercles et mouvements investis par des idéologies fascistes. Et en 1937, sur le fond de ce glissement vers la droite, le conseiller fédéral Philippe Etter
présente, c'est le titre de ce message, un message sur les moyens de maintenir et de faire connaître le patrimoine spirituel de la Confédération, appelé aussi la Grande Charte de la défense spirituelle ou de la défense nationale spirituelle. Or, dans ce projet de politique culturelle du gouvernement, on retrouve les mêmes arguments que ceux développés par Jung dans l'article cité, à savoir le caractère chthonien et conservateur du peuple suisse et beaucoup d'autres allusions. Certes, on ne peut établir de filiation directe entre les propos de Jung et le message de Ether, mais on doit constater qu'à l'instar d'autres publicistes de la droite réactionnaire, Jung avait préparé le terrain. Au passage, relevons encore que le père spirituel du message en question, donc du conseiller fédéral Ether, était l'aristocrate fribourgeois Gonzague de Reynold, un antidémocrate, c'est lui qui se désigne ainsi, un antidémocrate réactionnaire et admirateur de Mussolini et de Salazar. À partir des commentaires et des conférences de Jung parus dans la presse au cours des années 1930, des spécialistes comme Heinz Kess, Tilman Evers, Urs Eschbacher et Arnold Künzli, ces spécialistes ont fort bien argumenté sur la façon dont Jung avait accueilli l'instauration du régime national-socialiste. Le 26 juin 1933, par exemple, 5 semaines après l'autodafé des ouvrages des écrivains dits indésirables, dont les œuvres de Sigmund Freud, donc 5 semaines après l'autodafé, Jung explique aux auditeurs d'une radio allemande que l'avènement du national-socialisme est, et je cite maintenant Jung, est un événement naturel nécessaire, naturnotwendiges Geschehen, et qu'il faut suivre ce mouvement populaire avec une conviction délibérée, donc suivre avec bewusster Überzeugung, ce qui permettra aux Allemands, poursuit Jung, de se libérer, je cite, d'un faux intellectualisme qui sera remplacé par une idéologie cohérente, ganzheitliche Ideologie, et par le principe de chef, un concept qu'il avait développé quelques mois auparavant dans une conférence donnée au Kulturbund de Vienne. Chaque mouvement, et je cite de nouveau Jung, chaque mouvement atteint son point organique culminant dans le chef, qui est, toujours Jung, l'incarnation de l'âme du peuple et son porte-parole, Sprachrohr. Et en 1939, tout en soulignant le pouvoir magique de Hitler, Jung caractérise le Führer comme infaillible, c'est le terme de Jung, et il lui attribue le rôle de, je cite, haute-parleur qui amplifie le murmure inaudible de l'âme allemande jusqu'à ce qu'il soit entendu de l'oreille des Allemands. Le haut-parleur qui amplifie le murmure inaudible de l'âme allemande, en 1939 de Hitler. Dans son interview à la radio de juin 1933, Jung avait d'ailleurs rassuré ses auditeurs en expliquant que sa propre théorie, contrairement à la psychanalyse de Freud et Adler, que sa propre théorie était conforme à la nouvelle idéologie et à l'esprit germanique. Un peu plus tard, dans un article publié en 1936 sous le titre de Votant, il souligne que le mouvement de masse du national-socialisme est inspiré par la renaissance du Dieu Votant, ou encore, toujours en se référant à l'actualité, qu'il s'agisse d'une inspiration divine du peuple allemand. Il parle de la Gottergriffenheit der Deutschen, ou textuellement en allemand, die Gottergriffenheit der Deutschen, deren Haus von einem gewaltigen Wind erfüllt wird. Et ce, par volonté consciente de légitimer le nouvel ordre nazi par des filiations mythologiques et divines, ou a-t-on affaire à une prophétie critique, comme le soutiendra Jung après la Shoah?
Toujours est-il qu'en 1934, il avait déjà usé des formules analogues et surtout livré au racisme et à l'antisémitisme. Je ne développe pas cet aspect-là. Il a donc livré au racisme et à l'antisémitisme des arguments pour le moins troublants. Contrairement à l'inconscient juif, soutient Jung, et je reprends de nouveau ses paroles, contrairement à l'inconscient juif, celui des Aryens est encore jeune et contient des forces explosives capables de produire de nouvelles formes de culture. Quant aux Juifs, poursuit-il, il n'a jamais produit et ne produira jamais une culture qui lui soit propre. En allemand, der Jude als relativer Nomade hat nie und wird voraussichtlich auch nie eine eigene Kulturform schaffen, da alle seine Instinkte und Begabungen ein mehr oder weniger zivilisiertes Wirtsvolk zu ihrer Entfaltung voraussetzen. Ceci dit, je n'ai pas l'intention de débattre en détail des affinités supposées ou évidentes de Jung avec le national-socialisme. Je constate simplement que le public pouvait retenir de sa part des propos insolites, commentant de manière pour le moins ambiguë l'avènement de Hitler et des national-socialistes. Et dans l'ambiance politique des années 30, à Zurich notamment, cette attitude ne fut pas sans conséquence. Un des foyers actifs des mouvements de la droite extrême se trouvait en effet à l'université de Zurich, où un groupe d'étudiants proches du Parti radical avait créé en 1930 le Neue Front, une appellation qui donnera son nom à l'ensemble des mouvements d'extrême droite, connus en histoire sous le nom de frontisme. Quelques années plus tard, lors des élections communales qui eurent lieu en automne 1933, les partis bourgeois de la ville conclurent une alliance avec les frontistes. Quant aux différents groupes frontistes actifs en Suisse, ils lancèrent en 1935 une initiative pour la révision totale de la Constitution fédérale avec, en perspective, un État autoritaire et corporatiste. Ce qui m'intéresse cependant davantage par rapport à notre thématique, ce sont les démarches du fascisme helvétique en matière de politique culturelle. Axé sur la lutte contre le dit bolchevisme culturel, un terme que Jung utilise aussi de temps en temps, donc axé sur la lutte contre le dit bolchevisme culturel, celui-ci stigmatise l'art moderne comme dégénéré et fait la promotion d'une culture autochtone et enracinée dans le sol. Fidèles à ce programme, les mouvements d'extrême droite organisent en novembre 1934 des attaques contre le cabaret Pfeffermühle d'Eric Hamann avec tapage et bagarre. De fait, Zurich est devenu à ce moment l'un des lieux privilégiés de la lutte culturelle de la droite extrême contre la soi-disant dégénérescence et le prétendu enjuivement de la Suisse. Ceci nous ramène à Jung, à l'exposition Picasso et à l'attitude de certains Suisses face à l'avènement du national-socialisme. Ainsi, le 25 novembre 1932, la municipalité de Zurich décerne au psychiatre suisse le prix littéraire de la ville. Cela fait près de 2 semaines que l'article de Jung sur Picasso a paru dans la NZZ. Et l'un des membres de la commission qui choisit le lauréat laisse entendre que ce papier n'a pas été sans influencer cette décision, donc le décernement du prix littéraire. Et lorsque Jung sera nommé professeur titulaire à l'École polytechnique fédérale de Zurich en 1935, ce sera sur le souhait ou au moins approuvé du Conseil fédéral. Ajoutons encore que le ministre responsable pour l'administration de cette haute école était, depuis mars 1934, le conseiller fédéral Philippe Etter, celui-là même qui rédigera en compagnie de Gonzague de Reynolds le fameux message concernant la politique culturelle dont j'ai parlé tout à l'heure.
Toujours à propos de cette nomination de Jung à l'École polytechnique fédérale de Zurich en 1935, il est permis d'avancer une hypothèse. Rappelons qu'en 1934, ce dernier avait fait paraître un ouvrage comportant non seulement son article sur Picasso, mais entre autres une curieuse critique d'Ulysse, le grande œuvre de James Joyce, ainsi qu'une étude sur la formation de la personnalité contenant des propos complaisants sur le rôle du chef dans la société, pour ne pas citer tous les articles, mais pour ne pas parler d'un commentaire peu aimable sur Freud, parce que c'est toujours un peu dans la même perspective que ces articles sont écrits. À nouveau, même si cela est probable, il est impossible d'affirmer, preuve à l'appui, que ces écrits ont joué un rôle dans l'évaluation du candidat Jung pour l'École polytechnique fédérale. Certaines coïncidences relationnelles le laissent en tout cas supposer, et l'on doit constater que les conceptions de Jung convergeaient à merveille avec l'ambiance politique et culturelle qui régnait alors au sein d'une grande partie de la société aisée zurichoise et plus largement suisse. Il faut souligner ici que le rapprochement aux idées nationales socialistes s'opérait souvent par le biais d'une sorte de philosophie sociale ultra-conservatrice, voire réactionnaire, et s'exprimait volontiers par une critique culturelle qui dénigrait la modernité avec les notions de dégénérescence et de bolchevisme culturel. Or, c'est justement le vocabulaire dont se sert Jung dans les articles mentionnés. Mais il sait aussi varier le propos, comme lorsqu'il compare l'esprit de Joyce, quand il compare donc l'esprit de Joyce à des vers de terre qui, et là je reprends les paroles de Jung, à des vers de terre qui, s'ils étaient capables d'écrire tout en étant privés de cerveau, se serviraient du sympathicus, comme dit Jung, c'est-à-dire du système nerveux de leurs intestins. La métaphore est assez claire. Je vous fais grâce de toutes les autres métaphores renvoyant au monde animal ou à l'enfer dont use Jung pour rendre hommage à l'œuvre de Joyce ou aux toiles de Picasso. Cela dit, le psychiatre suisse se trouvait en bonne compagnie. Prenons juste un exemple. À Zurich, un jeune docteur en littérature allemande, Emil Steiger, par ailleurs membre du Front National et grand admirateur de Heidegger, se prépare à entrer dans la vie académique et culturelle de la ville. Il amorcera sa carrière en 1935 comme privat docent et deviendra, en tant que professeur de littérature allemande, un des grands pontes du monde académique. Or, en 1933, Steiger avait publié un article dans la revue où Jung avait commenté l'ouvrage de Kaiserling, donc dans la Neue Schweizer Rundschau, dans lequel il, donc Steiger, accorde une place honorable à la culture nationale socialiste. Certes, Steiger prend ses précautions et ne se prononcera plus sur un tel sujet, mais il jouera un rôle important dans les milieux de la droite zurichoise pour finalement provoquer en 1966 un scandale en dénigrant violemment les écrivains suisses avec des termes et un style pas très éloignés de ceux de Jung dans son article sur Joyce. Les écrivains suisses visés étaient notamment Max Frisch et Dürrenmatt. Par ses commentaires culturels et politiques, Jung a participé de fait à l'offensive des ultra-conservateurs et de l'extrême droite contre la soi-disant dégénérescence de la modernité. Et s'il amorce une réorientation à la fin de l'année 1939, il attendra jusqu'en 1945 pour intervenir publiquement en prétextant que la censure suisse ne permettait pas à soulever ces questions qu'il avait donc traitées dans les années 30. À ce moment, et à ce moment seulement, le Hitler visionnaire et porte-parole de l'âme allemande devient sous sa plume un diable, un hystérique qui croyait à ses propres mensonges. Il parlait de lui aussi, il le traitait de Ratte et Randsteinschnüffler,
renifleurs des trottoirs. Donc c'était après 1945. Dans le même mouvement, Jung évoque aussi, je cite, la faute collective psychologique, psychologische Kollektivschuld, commise par tout le monde, mais en particulier par les Allemands. Ces derniers, il les appelle à reconnaître leur, je cite, infériorité morale, moralische Minderwertigkeit, tout en leur faisant un procès impitoyable. Quant au national-socialisme, Jung le réduit maintenant à un phénomène de psychose de masse provoqué par les populations déracinées des grands espaces urbains. Par allusion, il revient aussi à Picasso et à Joyce, mais en modifiant de manière absurde ses conclusions. Le caractère pathologique de la peinture moderne, la musique atonale et l'insondable gouffre de Ulysse de Joyce, prétend Jung, contenaient le mal qui s'est finalement réalisé sur le plan politique en Allemagne. Donc c'est maintenant Joyce et Picasso qui sont des responsables de l'avènement de Hitler. Il publie d'ailleurs encore un autre article truffé de ses propres citations par lesquelles il entend prouver sa perspicacité face aux dangers du national-socialisme. Quant à Wotan, où ses prophéties et son éloge de l'inconscient arien, Jung n'y fait pas grande allusion. Disons à ce sujet que Jung, en fait, se comportait comme beaucoup d'autres Suisses dans la même situation à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Tous ceux qui avaient exprimé des sentiments de compréhension ou d'admiration pour l'Allemagne nazie, tous ceux qui, par opportunisme ou pour conclure des affaires, avaient des accointances avec les national-socialistes, se sont mués en accusateurs du mal germanique et en défenseurs de la liberté. Comme Heidegger, Jung n'a jamais avoué publiquement ses égarements. Uniquement privé, il aurait dit, je cite, « Jawohl, ich bin ausgerutscht » « Oui, j'ai fait un mauvais pas ». En guise de conclusion, j'aimerais souligner quelques aspects de cette affaire particulièrement intéressante pour l'historien. Il s'agit en premier lieu du rôle du discours psychologique qui, par le biais d'un raisonnement culturel et social, interfère avec des mouvements politiques, en l'occurrence ceux de la droite extrême. Et au cours des années 30, le concept de la politique culturelle helvétique a été forgé dans ce système d'interdépendance. En se présentant comme des intellectuels et des scientifiques, des personnalités comme Jung ont crédité des idées politiques douteuses et rassuré le public sur la légitimité de certaines démarches politiques et idéologiques. Dans des situations critiques, en effet, le poids des experts et maîtres à penser peut s'avérer considérable. Et Jung a eu dans ce sens une responsabilité certaine. Et cela d'autant qu'il l'a refoulé et n'a jamais eu le courage de l'analyser. Quant à Pablo Picasso, et je termine avec ça, quant au Pablo Picasso, il est entré dans les musées et le patrimoine culturel international et de l'humanité. Et en dépit des prédictions catastrophiques de Carl Gustav Jung, il mourra à l'âge de 92 ans en pleine possession de ses moyens intellectuels et artistiques. Entre-temps, il nous aura légué Guernica, un regard autrement plus lucide sur les réalités des années 1930. Je vous remercie.